Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver après ce break du Ramadan sur votre plateau Entretien Brut. Le plateau qui regarde ce qui se passe à l'horizon, scrute un petit peu ce qui se passe comme actualité. Quelle actualité nous avons tout au long de la semaine de manière nationale, régionale, voire internationale. Et pour aujourd'hui, j'ai des confrères sur ce plateau que vous connaissez très bien. C'est un plaisir de pouvoir les retrouver. Il s'agit de Madame Assetou Diarra, journaliste, reporter en nouvelles du Mali. Assetou, bonjour. Bonjour Fadima. Ça va? Très bien. Ça s'est bien passé le Ramadan? Oui, dans la chaleur, mais ça va. Ça s'est très bien passé. C'est vrai. Quelques améliorations, on va en reparler au courant du débat sur l'électricité, mais bon, ça va. En tout cas, ravi d'être là et voilà, on dit un gros coucou à tous nos téléspectateurs de Mandé TV. On salue la diaspora de par le monde qui nous font des coucous, qui nous renvoient. Voilà, on a quand même pris le temps d'avoir un petit message à leur adresser en disant que pour ce mois de Ramadan, on faisait un petit break. Notre deuxième journaliste confrère sur ce plateau est Bourema Soulo, journaliste blogueur. Soulo, ça va? Ça va Fatima. Ça se passe? Ça se passe très bien. Et vous? Ça va, très bien. Et la fête? Très très bien aussi. Super. Et on peut quand même souhaiter bonne fête à tous nos téléspectateurs et la diaspora, ainsi qu'à tous les Maliens d'ici et d'ailleurs. Le Ramadan s'est bien passé quand même? Très bien, très bien passé. Et c'est sur le gâteau, moi j'ai terminé quand même. Vous avez vu? Exactement. Sur étant assis ou bien Non, toujours en j'ai terminé tenant? mon Ramadan dans un pays étranger qui était Ah! Voilà, la chaleur. La fraîcheur. Voilà, la chaleur doit surtout parler. M'a quand même épargné. Avec l'affaire là, il y a beaucoup qui ont failli démissionner. Moi j'étais sous la fraîcheur et tout, donc vraiment grâce à vous d'ailleurs. Voilà, merci pour Non mais je vous en prie, sinon il faut calmer les ardeurs, hein. Sinon après il y aura un flux qui va être beaucoup dirigé vers moi. Alors chers confrères, voilà, prenons nos sujets, nos dossiers, comme on aime si bien le dire, sur ce plateau. Le premier sujet qu'on a, il s'agit du communiqué fait par le Mali et aussi du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, l'AES, suite à la destruction d'un drone des forces armées et de sécurité du Mali par l'Algérie. Il s'agit de quoi? Ah, c'est tout. Ben oui, je pense qu'on a été tous surpris de voir cette lettre d'abord de ce communiqué, on va dire, même de l'État malien, comme quoi il y aurait eu un drone malien qui aurait été abattu par les forces de l'Algérie dans la nuit du 31 mars au 1er avril. Bah, on a deux théories. Selon les Maliens, le drone était du côté malien et a été abattu du côté malien. Et l'autre théorie algérienne, ils disent que non, que le drone a d'abord pénétré sur le sol algérien, puis ressorti, puis remanœuvré en offensive. Et donc, eux, ils ont dû répliquer en l'abattant. Donc, on a quand même deux théories qui sont là. D'un côté, le Mali a aussitôt demandé le rappel de son ambassadeur, chose qui a été appuyée aussi par les autres membres de la Confédération des États du Sahel. Et de l'autre côté aussi, l'Algérie aussi a répliqué en allant encore plus loin d'ailleurs, en demandant cette fois-ci la fermeture de l'espace de l'Algérie au Mali. La réciprocité s'applique depuis un certain temps. Le Mali appuie beaucoup cette pratique et donc réciprocité oblige. Le Mali aussi a fait fermer. Et ainsi de suite. Mais là, ce qui est assez étonnant et attendu, c'est que vu que quelque part, c'est une confédération de l'AES qui est là. On s'attendait à avoir aussi un communiqué de l'AES justement fermant les frontières du Niger et du Burkina à l'Algérie. Chose qui n'est pas encore faite. Peut-être que ça va se faire, mais tout cela ne présage rien de bon parce que bon, la situation reste tendue entre le Mali et l'Algérie de par nos antécédents. D'abord l'accord d'Alger qui a été suspendu, arrêté définitivement. Il y a eu plutôt d'autres stratégies de retour à la sécurité dans ces zones, notamment à Tizawanten, carrément la région du nord à Kidal.
Et il y a l'autre sujet brûlant aussi qui est justement Mahmoud Dicko, l'imam Mahmoud Dicko, qui est jusqu'à présent à l'Algérie, qui n'arrive toujours pas à rentrer. On a vu même dernièrement la force qui a été déployée, près de 10 000 hommes, si je ne me trompe pas, pour un retour avorté. On va dire ça ainsi, parce que finalement, l'imam n'est pas venu. Donc, on se demande finalement si c'est pas tout ça, la conséquence de toute cette rivalité, situation ou engrenage des problèmes qui a finalement entraîné l'abattage de ce drone-là, parce que c'est quand même un drone de 30 millions qui avoisine les 30 millions de francs CFA. Pourquoi réellement? Quelle menace il y avait autant de faire descendre cet appareil qui finalement est d'utilité à lutter contre le terrorisme. Donc, quelque part, on se pose cette question-là, mais on suit ce dossier-là. On espère que ça ne va pas dégénérer parce que déjà, ça aura des conséquences économiques parce qu'on a suivi aussi cela, des avions qui vont être désormais, même des avions commerciaux qui vont être donc obligés d'aller contourner le Mali, mais peut-être même carrément tous les pays de l'Afrique, de la Confédération des États du Sahel. Donc, il peut y avoir une répercussion économique aussi à tout cela. Donc, c'est vraiment une affaire à suivre. On espère que ça ne va pas trop dégénérer. Merci beaucoup, c'est tout pour ce décryptage. Voilà. Sous l'eau, est-ce que réellement, c'est la question qu'on se pose, les choses vont s'envenimer davantage ou bien finalement, c'est les diplomates qui vont jouer de leur rôle? Merci Fatima. Comme l'a rappelé des faits par ma consoeur Seydou Diarra, je crois que les choses ne vont pas s'envenimer parce que le Mali a jugé, a décidé de judiciariser le dossier en quelque sorte parce qu'il a porté plainte devant les instances internationales et selon nos informations de dernière minute, le Mali a déposé une demande de plainte au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc si cela s'avère, ça veut dire que le Mali a décidé de passer par des voies de recours normales au lieu d'aller à l'affrontement des pays voisins à un autre pays. Et comme je l'a dit, cette situation, nous, on s'attendait à ça au niveau de Tizawanten parce que depuis la dernière tentative de récupérer Tizawanten, on a vu quand même que même cette tentative qui a été en quelque sorte un échec reconnu par nos autorités, on savait que les éléments qui étaient là-bas n'étaient pas seuls. Ils ont été appuyés, que ce soit l'Ukraine même a d'ailleurs revendiqué d'avoir aidé les terroristes à faire échouer l'entreprise malienne de récupérer cette ville qui est malienne. Donc aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe à ce niveau, parce que quand même il faut dire que les conséquences sont nombreuses. Le Mali s'est retiré même de ses MOC, d'un millier de kilomètres carrés, de kilomètres. Donc vous voyez que tout ça aujourd'hui, si le Mali se retire et que la DG doit lutter de son côté cette partie et que le Mali aussi doit lutter seul dans sa partie, ce sont des conséquences qui peuvent mettre en péril la sérénité ou la sécurité sur tout le long de cette frontière-là. Au départ, ce qui m'a un peu quand même étonné, c'est de voir la hâte avec laquelle, la rapidité avec laquelle notre chef d'état-major a communiqué. On a perdu un appareil sans pilote. Ils ont dû rapidement faire un communiqué parce que de l'autre côté, le FLA, le Front de Libération de l'Azawad, a fait un communiqué disant avoir abattu le drone. Et quelques instants après, c'est l'Algérie qui revendique. Donc aujourd'hui, l'Algérie c'est un État quand même, un État dont on doit plus faire confiance à la version algérienne qu'à la version de FLA. Donc le Mali, après des analyses, donc moi à ce niveau, peut-être qu'il fallait, au lieu de communiquer directement sur la perte de l'appareil, de bien voir, même si le FLA a fait le communiqué, l'État n'est pas un groupe, ne doit pas se concurrencer avec un groupe terroriste. Parce que FLA est considéré par le Mali comme un groupe terroriste. Donc le groupe terroriste communique, on s'en fiche.
nous, comme on l'a demandé le gouvernement, nous, on attend que la version officielle du gouvernement. Donc, le gouvernement devait prendre tout son temps avant de communiquer. Parce qu'entre-temps, il y a eu quand même des couacs entre les Maliens. Certains disaient sur les réseaux sociaux, vous voyez, il y a certains Maliens qui sont contents parce qu'on a abattu le drone, les photos, comme vous l'avez dit, des drones ont été circulés, tout. Donc, c'était un couac. Et après, quand l'Algérie s'est dit, après le gouvernement est revenu pour dire que c'est l'Algérie qui a abattu. Donc, après, c'était le premier mot, c'était écrasé. Deuxième mot, c'était abattu. Donc, communicationnellement parlant, ça pose des problèmes. Mais quand même, comme c'est un État qui a revendiqué, donc le gouvernement a trouvé les justes mots. Mais aujourd'hui, l'Algérie rappelle le Mali et l'AES rappellent ses ambassadeurs. L'Algérie rappelle ses ambassadeurs. On ferme l'espace aérien. Le Mali l'a fait. Burkina, pourquoi le Niger ne peut pas le faire? Parce que le Niger a quand même un grand intérêt avec l'Algérie. N'oubliez pas, parce que sur le plan pétrolier, le Niger, après sa brouille avec le Bénin, s'est retourné vers l'Algérie pour pouvoir bien exploiter son potentiel pétrolier. Et même le Mali, hein? Le Burkina n'est pas frontalier avec l'Algérie, donc je crois pour le Burkina, peut-être que c'est dû du fait que le Burkina ne fait pas frontière directement avec l'Algérie, mais le Niger aujourd'hui, parce que moi je ne sais pas si vous vous souvenez Fadima, ici je disais ça, le problème que l'AES va se confronter, ça va être problème d'intérêt. Si aujourd'hui, le Mali est dans cette situation et que le Niger ne peut pas dire un mot. Parce que quand même, comme vous l'avez dit, le principe de réciprocité voudrait que quand le Mali décide dès le lundi 7 avril, je ferme... Mardi, c'est le mardi. Le mardi. Communiqué du ministre des Infrastructures disant que le 7, l'Algérie a fermé son espace aérien. Le Mali, par principe de réciprocité, on ferme aussi. Oui. Donc dans la foulée, on devait quand même, comme vous l'avez dit, entendre le collège parler. Et parce que quand il y a eu l'attaque, c'est le Mali qui a pris ses responsabilités d'abord. Après, le collège de l'AES a pris ses responsabilités ensuite. Mais là, le Mali a pris ses responsabilités, mais le collège n'a pas suivi. Est-ce que dans ici-là... La totalité, pas, mais quand même, il y a eu l'action... Non, je parle de fermeture, de l'espace. Non, je parle de fermeture de l'espace. Parce que, comme vous l'avez dit, le Niger, si le Niger aujourd'hui ferme ses frontières, son espace aérien, ça va être très compliqué pour l'Algérie, comme vous l'avez dit, pour atteindre certains pays. L'Algérie doit faire... c'est le cas. Kilomètres. Non, aujourd'hui, peut-être que l'Algérie, peut-être par précaution, voudra ne pas survoler, que ce soit l'espace nigérien ou... ils survolent. Voilà. Ils survolent. Voilà, mais... Il y a eu un vol le mardi, justement, ils ont survolé le Niger et le Burkina pour se rendre à Abidjan. Et ce jeudi, il y a un autre vol, c'est le même appareil. Voilà, vous voyez. Donc, du coup, c'est là où il devrait avoir un truc. Parce que l'intérêt là, les pays suivent leur intérêt. Et l'AES devra se faire... On devrait avoir un intérêt commun. Oui, mais je crois que... Est-ce que aussi, même si l'AES, chacun suit ses intérêts, on est ensemble, le trio chemine, mais il y a quand même sur certains aspects où chaque État essaye de garder une certaine souveraineté. Exactement, sur certains, parce qu'ils n'ont pas laissé quand même leur souveraineté totalement. Parce que dans la fédération, qu'on peut parler de l'abandon peut-être de souveraineté, mais comme on est dans la confédération, il y a certains parce que les trois volets maintenant qui sont actifs dans cette confédération, c'est la diplomatie, la défense et en quelque sorte le développement. Mais est-ce qu'on peut penser que cette plainte au niveau des Nations Unies donnera gain de cause en faveur, par exemple, du Mali? Parce que le Mali, c'est pas sa première fois de porter plainte. Les plaintes, franchement, on a tout contre les droits humains, voilà. Les attaques au nord, on a vu ça, mais réellement... Je veux dire, entre guillemets, c'est loin, quoi. Moi, ce que moi, je préconise, c'est plutôt vraiment qu'il n'y ait pas de suite à ces affrontements, entre guillemets. Cette petite guerre de la communication où chacun de son côté prend des mesures de restriction, des mesures qui ont tendance à montrer des séparations. C'est plutôt des tendances à aller vers quelque chose qui ne sent pas bon. Et on va attendre que l'ONU
fassent leur réunion, on va attendre qu'ils se réunissent lors de leur sommet, et ça va prendre trop de temps, et finalement, on risque de faire face à d'autres problèmes encore plus graves. En tout cas, voir cette plainte aboutir au niveau de l'ONU, s'il n'y a pas un appui, comme la Russie, on va en parler, a promis de nous soutenir. Si la Russie le fait, on va voir, parce que seuls ceux qui détiennent le droit de veto peuvent convoquer une réunion d'urgence. Le Mali en avait demandé, vous vous souvenez, avec le cas avec la France, on en avait demandé la réunion d'urgence. La demande est toujours là, mais on n'a pas vu la suite. Mais quand même, ce qu'il faut saluer dans la réaction de nos autorités, c'est que nos autorités ont fait la différence entre l'Algérie, le pays, l'État et le régime. Quand vous voyez dans le communiqué, on parle que du régime algérien, ce n'est pas rien en communication. Ça veut dire que on a un problème avec Tebboune et son gouvernement, pas avec le peuple algérien, pas avec le pays Algérie, le pays voisin. Donc il faut vraiment faire très très attention. Ce n'est pas pour rien que nous, nos autorités, ont mis accent et ont répété à plusieurs reprises dans le communiqué. Même le collège de l'AES, ils ont pris et repris les mêmes termes. Même le CNT, le président du CNT a repris le même terme. Le régime algérien. Donc on n'a vraiment pas... Il faut que les jardins, comme vous l'avez dit au départ, il faut que les jardins se calment. Le Mali n'a pas de problème avec l'Algérie. Nos autorités ont des problèmes avec le régime actuel, le gouvernement actuel. Donc il faut que cela se sache. Donc si c'est à ce niveau, je crois que la voie diplomatique serait vraiment la plus propice pour qu'on sorte de ça. Mais quand même, l'acte posé par le gouvernement de Tebboune, c'est vraiment un acte très très dangereux. Abattre un appareil offensif d'un pays voisin, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères, souvent qualifié de frère, c'est vraiment un acte qui ne dit pas son nom. Donc maintenant aujourd'hui le rôle des médias aussi, c'est appeler aussi à bien éclaircir les lanternes, mais aussi à apaiser les tensions, les situations. Et ça, c'est le rôle des médias. Je crois que les médias doivent appeler aussi au règlement pacifique. On peut peut-être si on peut appuyer nos gouvernements à communiquer davantage sur les éléments, parce que le gouvernement quand même a fourni beaucoup d'éléments pour prouver que l'appareil était sur le sol malien. Parce que les coordonnées coordonnées GPS communiquées par le ministre de la Sécurité et analysées par certains de nos géographes montrent à suffisance que l'appareil était sur le sol malien. Donc avec tous ces éléments de communication, je crois qu'on ne va pas aller à l'affrontement et que le Mali et l'Algérie se verront bientôt faire la paix. Plutôt géographe que géomancien quand même, parce que je ne sais pas, ça c'est sur l'école. Non, la géomancie en géographie, il y a son branche en fait. Oui, mais l'Algérie aussi. Par contre, par ricochet, l'impact des populations qui sont tout le long de cette frontière de 1300 km, on sait très bien que le nord du Mali, l'économie qui tourne là-bas, c'est une économie très algérienne par l'Algérie, vice-versa d'ailleurs. C'est ça. Voilà. Quand il parlait du Niger, exact. Il n'y a pas intérêt. J'ai dit même le Mali n'a pas intérêt, parce que toutes ces populations du nord, Kidal, Tombouctou, Gao, tout ça là, il y a une grande partie de leur approvisionnement qui vient de ces régions. Mauritanie, Algérie. Donc aujourd'hui, dire que nos espaces sont fermés économiquement, c'est très dur. Est-ce que ça ne va même pas pousser même ces populations à fuir justement le territoire? Donc il faut aussi peser le pour et le contre. Ne pas juste rester calqué sur, bon, on a abattu un drone. C'est vrai, mais il faut aussi voir toute la dimension que cela peut engendrer, toutes les conséquences que cela peut avoir sur les populations. Et de son côté, ce que je voulais rajouter tout à l'heure, c'était que l'Algérie aussi a dit qu'ils disposent dans leur base aussi des informations prouvant clairement toutes les manœuvres qu'a fait cette drone. Ils ont même dit dans leur communiqué qu'à plus de 3 reprises, qu'on a violé leur territoire. Donc tout ça est à voir de près. Mais justement, entre un pays qui se dit frère, pourquoi tout ça? La menace n'est-elle pas terroriste et non malien, algérien? Quel est réellement l'objectif derrière à abattre? Est-ce que ça ne suffisait pas juste que de demander des explications sur pourquoi ce drone a violé notre territoire, si c'est le cas réel, mais que de l'abattre directement? Donc c'est ça, tout ça qui nous amène à dire que peut-être il y a d'autres intérêts derrière tout ça, qu'il ne s'agit pas juste que d'un drone qu'on a fait abattre ou qui s'est échoué ou que je ne sais quoi.
L'intérêt derrière ce que se dégage et qu'on a pu voir par certains spécialistes aussi, c'est l'intérêt de l'Occident. Notamment, bizarrement, la France et l'Algérie sont aujourd'hui... pourtant, ils étaient très tendus il y a quelques semaines. C'est ça, en fait. Deux États. Quand on est à la tête d'un État, on voit qu'on vise des intérêts. Quand il y a eu problème avec la France et l'Algérie, les deux pays s'étaient opposés sur les intérêts. La France voulait expulser des Algériens. L'Algérie dit non, ce n'est pas comme ça. Il faut respecter les procédures. Donc, ils ont rapatrié certains Algériens. L'Algérie a rapatrié de nouveau. Ils ne sont même pas sortis de l'appareil. Après, il y a eu de communication verbale très tendue. Mais vous avez vu comment ça s'est terminé. Et pour le cas du Mali, n'eût été l'abattage, la destruction d'un drone qui a coûté cher aux contribuables maliens. Voilà. Surtout que ces deux pays se retrouvent dans un comité de coordination au niveau état-major. Donc, si le Mali vise des terroristes, parce que le Mali, c'est ça que le Mali dit, le drone était offensif parce que voulait détruire des initiatives visant à attaquer le Mali. Et que l'abattage de ces drones a empêché cette action-là. Donc, du coup, on se demande, est-ce que, comme vous venez de dire, est-ce que c'est parce que il y a eu un rapprochement entre la France et l'Algérie que l'Algérie a agi ainsi? Asseto avait fait la genèse de la crise entre l'Algérie et le Mali. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est vrai, on a atteint un point de non-retour, on peut dire ainsi, si diplomatiquement parlant, ce n'est pas le bon terme. On peut dire quand même que abattre un appareil d'un État ami ou voisin, c'est quand même un acte très belliqueux, très belligiste. Mais maintenant, est-ce que c'est à cause de ça? Moi, je ne vois pas le rapport, même si certains internautes veulent faire le rapprochement, parce que c'est du simplisme. En géopolitique, on appelle ça du simplisme, parce qu'on veut voir la superficie, on veut pas voir la profondeur. Aujourd'hui, l'Algérie a fait ça, parce que comme Asseto l'a dit, et ils ont donné leur version. L'Algérie a donné sa version en disant... Il y a eu trois pénétrations dans son espace aérien en août et un autre mois, et cette dernière fois. Donc, les deux dernières tentatives, ils ont averti. Et la troisième fois, ils ont décidé, surtout que le drone était armé, ils ont décidé de descendre le drone. Mais ça, c'est sa version. Donc, est-ce que sa version est... Chacun, évidemment... Exactement, est motivée justement par la sécurité de son territoire, ou est-ce qu'il y a eu quand même quelque chose de l'extérieur qui a poussé à ça? Mais au niveau du Mali, nous, on doit juste se concentrer à dire c'est l'Algérie qui a fait ça. C'est un État, quand même, l'Algérie, si ce n'est pas la première puissance militaire de l'Afrique, c'est quand même dans le top 3 de la puissance militaire en Afrique. Donc, on peut quand même aisément dire que l'Algérie peut prendre des initiatives d'elle-même et faire des trucs, mais quand même, voilà, on ne peut pas arriver à un niveau où vraiment... pour des pays frères, d'ailleurs. Exactement. Merci beaucoup, chers collègues. Voilà, on va avancer. Ça, cette histoire, c'est affaire à suivre, évidemment, en espérant que les ardeurs seront un peu plus calmes dans les semaines à venir. Notre deuxième sujet est toujours une histoire de coopération qui se renforce ici. Il s'agit de la coopération entre la Fédération de Russie et les États de l'AES. Voilà une rencontre des travaux avec les ministres des Affaires étrangères en date du 3 avril 2025. Sous l'eau, on peut en savoir plus? Merci. Comme vous l'avez dit en début du mois, les trois ministres des Affaires étrangères de la Confédération de l'AES, dirigés par, puisque le Mali qui préside aujourd'hui la Confédération, par Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères, ils sont rendus à Moscou pour rencontrer Sergei Lavrov, qui est le ministre russe des Affaires étrangères. Au menu des discussions, c'était le renforcement de coopération entre les deux entités au niveau confédéral, parce que le Mali, la Russie, le Burkina, la Russie, le Niger, la Russie, il y a déjà ces partenariats stratégiques élevés au niveau stratégique qui est là, mais au niveau confédéral, en tant qu'AES, il n'y en avait pas.
C'est le premier contact. Et à l'issue de cela, même la Russie a élevé le drapeau de l'AES dans son espace. Donc c'était une victoire diplomatique, même peu qu'il soit. Et comme vous l'avez dit, cette visite rentrait dans le cadre de 3 points. D'abord la défense, parce que si le Mali, le Burkina, le Niger aujourd'hui sont avec la Russie, il ne faut pas oublier que la question de l'insécurité, de la défense est quand même beaucoup dans ces rapprochements-là. Et le deuxième volet, ça c'est la diplomatie. Quand on est un État en voie de développement et qu'on forme un nouveau regroupement politique de ce genre, on a besoin de sport, on a besoin de soutien en quelque sorte de puissance. Et aujourd'hui, la Russie, elle est quand même puissance militaire, même économiquement parlant, elle n'est pas au niveau des autres. Elle est militairement parlant, elle est une puissance militaire. Et au niveau de l'ONU, elle a un veto. Donc, s'adosser à la Russie, ça veut dire quand même que d'avoir une assurance de vie en quelque sorte de la Russie, parce que la Russie est un pays nucléaire et tout. Donc, sur cette question de défense, ça peut marcher, et la question de diplomatie aussi, ça peut marcher. Mais sur la question d'économie, de développement, c'est là où moi, je gratte ma tête, parce que je me dis en quoi la Russie peut nous aider à nous développer. Parce que quand même, oui, la Russie est ouverte à toutes sortes de coopération militaire, coopération, tout ce qu'on veut, mais quand même, il faut que le Mali soit, ou l'AES soit aussi en quelque sorte en capacité d'offrir en échange quelque chose à la Russie, parce que la Russie n'est pas comme l'USAID, parce qu'on connaît l'USAID qui est une agence de développement international qui était une agence de développement international des États-Unis. On sait Japan Aid, on sait China Aid, on sait AFD, on sait beaucoup des puissances économiques comme ça ont des agences pour soutenir des pays en voie de développement. Mais malheureusement, on ne voit pas pour la Russie. Et comme ça, est-ce que quel rôle économique la Russie peut jouer pour que nos États de l'État de Sahel puissent s'en sortir? Mais en tout cas, sur les deux volets, je suis d'accord avec nos autorités qu'il nous faut quand même des alliés. Comme ils le disent, ils qualifient que la Russie c'est un partenaire sincère. Il nous faut quand même sur le plan international s'adosser sur un partenaire fiable pour pouvoir porter nos voix. Ça c'est quand même ce qu'on peut retenir de cette rencontre, et la rencontre s'est soldée par une décision que la Russie dit. La prochaine rencontre qui va avoir lieu, c'est sur le sol africain, sur un de ces 3 pays, et on attend voir. On attend de voir ça. Ah, c'est tout par rapport à cette coopération, quand même, d'une première, hein, AES, Fédération de Russie, c'est totalement autre chose, hein, comme on vient de le dire. À l'image des nations, c'est ça. Ils ont déjà cette coopération pays par pays, le fait d'en faire une confédération, parce que c'est quand même une dynamique. La Confédération des États de Sahel, c'est vraiment une dynamique de se mettre ensemble pour être plus fort. Donc, c'est clair que c'était logique qu'ils puissent renforcer cette dynamique-là avec une puissance telle que la Russie, parce que depuis le départ, c'est cette dernière qui appuie énormément. Mais moi, je pense quand même que la meilleure des coopérations, c'est celle qui nous rend autonomes, quoi. C'est celle qui nous maîtrisons, c'est celle-là même où nous sommes devant. Je pense que cette confédération aura beaucoup plus à gagner quand elle va elle-même se mettre dans la dynamique d'assurer elle-même tous ces postes clés de sécurité. C'est ça. Parce que l'aide, comme il a dit, ce n'est peut-être pas visible, mais la Russie ne va pas aider la Confédération gratuitement. Ça, c'est clair. C'est sûr que derrière, il y aura soit des ressources, derrière, il y aura d'autres avantages aussi pour la Russie. Donc, moi, je vois ça, mais je le calque au modèle qu'on avait avec d'autres pays qu'on a ici crié, loin large, la France, ceci, cela. Mais quelle est la différence réelle? Quelle est la différence réelle? Parce que notre intérêt, c'est notre souveraineté.
Et tout est basé sur ça. Donc oui, c'est bien de se former. Je pense qu'il faut avoir cette vision de se dire qu'on a ce besoin, on va le combler. Mais au-delà de cela, il faut voir comment être autonome. Et ça, malheureusement, on ne le sent pas. On voit des coopérations, mais nous, en tout cas, le peuple, c'est surtout le ressenti du peuple. Nous voulons voir des actions où nous sentons que, ok, cette coopération-là, elle est là pour la sécurité et au finish, ce sera à nous-mêmes d'assurer cette sécurité. Et non, la Russie est là, tout va bien. Voilà. D'accord. Sur la balance par rapport à cette coopération, qui s'en sort le mieux? Parce que c'est aussi ça, quand on dit une collaboration, une coopération, est-ce que la Russie, avec l'AES, c'est la Russie qui s'en sort mieux, ou bien d'une part, ce sera l'AES qui va pour vraiment tirer gain de cause de tout ça? Parce que c'est aussi ça, je rentre dans une discussion pour que je tire gain de cause de ce partenariat-là. Cette transparence, c'est la Russie totalement qui une pierre trois coups, on dira une pierre trois coups, arrive à vendre son armement. Si on savait réellement quelle est la contrepartie de cette coopération, on pourrait effectivement, mais le problème c'est qu'il n'y a pas aussi cette transparence de savoir. De nos côtés, je pense que c'est clair. Nous avons un besoin en matière de sécurité, donc nous avons un besoin de renforcer tout ce qui est aspect sécuritaire, de renforcer tout ce qui est aussi développement. Par exemple, si on prend des secteurs comme les mines, où on n'a pas forcément la technicité, on n'a pas les ressources humaines, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Donc effectivement, nous, nos besoins sont, on va dire, un peu clairs. Mais réellement, ce qui n'est jamais clair, et c'est ce dont je parle, c'est qu'est-ce que justement la Russie, elle gagne de cette coopération. Ça, pour moi, ce n'est pas clair. Et c'est ça tout l'enjeu. Tant qu'on ne sait pas clairement qu'est-ce que la Russie gagne, c'est difficile de savoir qui est vraiment gagnant ou perdant de cette situation-là. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand même la Russie est en guerre depuis 2022 contre une autre nation qui est l'Ukraine. Oui. Donc comment supporter cette guerre avec toutes les sanctions européennes et américaines? Il faut forcément trouver d'autres issues. Et la vente de ces armements, que ce soit au Mali ou dans d'autres contrées, par exemple le Burkina ou le Niger, c'est une bouffée d'oxygène pour la Russie. Mais combien? Donc, pour le cas de Mali, on sait quand même que tous ces armements qu'on reçoit, c'est pas pour des dizaines ou des vingtaines de milliards, c'est quand même beaucoup de milliards. Mais malheureusement, comme vous l'avez dit, quel est le besoin aussi de la Russie? C'est inscrit dans le cadre de secret défense. Ça, on a vu ce décret. Tous les achats sont mis dans le sceau de secret défense. Donc, c'est très compliqué de quantifier le besoin et le montant qu'on injecte en la Russie. Mais tout ce qu'on peut dire quand même, que si la Russie continue de nous tenir la main, c'est parce que d'un côté, comme je vous l'avais dit, cette guerre qu'elle mène en Ukraine, quand même, c'est une guerre très coûteuse pour la Russie, et la Russie qui est économiquement très faible comparé à d'autres aux pays comme la France, parce que le PIB de la Russie est comparé à celui de l'Espagne, malgré que militairement elle est puissante. Donc ça, si le Mali n'était pas là, si le Burkina n'était pas là, si le Niger n'était pas là, est-ce que la Russie allait... c'est vrai, elle peut contourner ses sanctions avec la Chine, l'Iran et tout. Mais l'Iran, la Chine, tout ça, avec le Mali et ses voisins, c'est quand même c'est ça qui permet aujourd'hui à la Russie aujourd'hui de se maintenir. Il ne faut pas oublier ça. Même si aujourd'hui il n'y a pas une étude claire qui établit mais il y a des articles de presse. On reçoit beaucoup de la Russie, mais quand même on injecte beaucoup d'argent pour avoir ces éléments. C'est ça aussi l'esprit gagnant-gagnant de ce que nos autorités appellent partenariat sincère. Parce que avec les anciens partenaires, même on voulait leur acheter des matériels, ils refusaient de vendre parce qu'ils disaient qu'on était un pays en guerre, les embargos sur les armes et tout. Donc ça, on a mal vécu ça. Mais si on a quelqu'un, même s'il va nous prendre l'argent, mais qui accepte de nous vendre, ça, nous on voit que c'est intérêt. Nous, on ne voit pas autre intérêt. Même si c'est des dizaines, c'est des centaines de milliards qu'on injecte
pourvu qu'on reçoive des armes et des munitions, nous on s'en fiche, on ne calcule pas ce que la Russie gagne, mais on calcule ce que nous on gagne. Maintenant, comme l'a dit dans la tranche, je voudrais que voilà, le Mali acquiert de tels montants à la Russie, le Burkina, comme le font les États un peu développés, parce que dans ces petits États, si c'est l'argent du contribuable qui achète, qui est utilisé pour acheter, pour acquérir des équipements, c'est transparent. Dans les sites, il y a des sites spécialisés, enfin des sites de gouvernement ou qui expliquent ça. Vous partez, vous trouvez ces informations là-bas. Mais au Mali, malheureusement, on n'est pas arrivé à ces stades. Donc aujourd'hui, le Mali est gagnant, le Burkina est gagnant, le Niger est gagnant parce qu'on reçoit, si on veut des drones, on a, si on veut des BRDM, on a, si on veut des chars, on a. Ça, c'est voilà, ce que les gens applaudissent à la rue. La dernière fois, quand on recevait des matériels qui venaient de la Guinée, vous avez vu comment l'engouement y était. Donc, ça va. Pour certains Maliens, c'est le Mali qui gagne parce qu'on arrive à avoir les arguments. Côté Russie aussi, avoir quand même le chèque qu'elle a en poche là, c'est pas rien, quoi. Mais qu'est-ce que concrètement, de manière concrète, pour les citoyens aussi, pour que nos chefs d'État de l'AES puissent tirer profit de cette coopération au-delà de la sécurité, voilà. Au-delà de la sécurité diplomatique, encore on peut l'entendre parce que avec cette plainte ou des plaintes qui vont peut-être qui sont dans les couloirs, mais sur l'économie concrètement, qu'est-ce que en réalité nos États de l'AES doivent pouvoir tirer comme profit économique pour nos pays? Fadima, vous avez vu qu'on nous avait promis des blés venant de la Russie. Où en sont ces blés? On a reçu un petit peu quand même. Un petit peu, mais est-ce qu'on a reçu? Je ne sais pas la quantité, mais j'ai vu une publication sur le fait qu'on avait reçu. Parce qu'on nous avait quand même promis une quantité qu'on n'a pas vue. On nous avait promis des pétroles ou, je sais pas... Centrale nucléaire, d'ailleurs, je crois qu'il y avait eu ce... Oui, même quand on avait besoin, au début de la crise énergétique, là, on nous avait parlé de gasoil ou de quelque chose qui venait vers le Niger. Là. Oui. La Russie avait promis de 50 000 barils pour nous. On n'a pas vu ça. Comme vous l'avez dit, les centrales nucléaires, tout ça, on n'a pas vu ça. Donc, aujourd'hui, aux Maliens, cette question que vous posez, elle est très importante pour les opérateurs économiques. Elle est très importante pour le développement du pays. Mais vous demandez dans la rue du Bamako, vous demandez qu'est-ce qu'on gagne avec la coopération russe. Ils vont vous dire que les armements qu'on gagne, la sécurité va venir et tous les autres vont suivre. Donc, à part ça, vous avez, à cause de l'insécurité, on a donné 10 ans à Ibi. À cause de l'insécurité, on a donné 5 ans plus un mandat renouvelable à Tchani. Et Assimi pour Assimi, on ne connaît même pas le nombre d'abord. Donc, tu vois, ça c'est la sécurité, à cause de la sécurité. Et aujourd'hui, la Russie joue sur ça en fait. Donc, je vais vous permettre de ramener la sécurité. Et pour les gens, la coopération, c'est pourquoi nos autorités disent le partenaire sincère. Vous parlez de concret et ils disent sincère. Donc, pour eux, sincèrement, concrètement, c'est ces matériels-là qu'on reçoit là. C'est ça qui est l'action concrète qu'on reçoit de la Russie. Donc, le côté développement là, on va vous couper les 100 francs et voilà, on va alimenter. On va nous couper les 100 francs. Merci de pouvoir rectifier tout cela. Voilà, merci beaucoup, chers confrères. On va prendre notre deuxième sujet. Il s'agit de la situation énergétique, voilà, EDM, où est-ce qu'on en est? On est en avril 2025, échéance pour une date, je crois, anniversaire pour la pose de première pierre. On va pas faire un bilan, c'est sûr que c'est pas un bilan, mais on peut faire éventuellement une petite évaluation d'une année, changement positif, qu'est-ce qu'il y a en vue, surtout que le ministre de l'énergie a rendu visite en date du 5 avril dernier à l'EDM, et la particularité c'est qu'il les a vivement félicités pour le travail abattu pendant ce mois de Ramadan. Ah, c'est tout. Bon, ok, c'est très bien. Et beaucoup de félicitations. En tout cas, on les encourage ainsi. Effectivement, on a pu quand même remarquer une amélioration dans la production d'électricité, surtout durant le mois de Carême. Les 19 heures, bon,
reste à vérifier, mais quand même vraiment une nette amélioration qu'on salue d'ailleurs. Par rapport au bilan, jusqu'à présent, je n'ai pas nouvelle que la centrale solaire a démarré ou même que on a dépassé le stade de la première pierre. Mais bon, c'est en cours, on l'espère. Et toujours la situation, d'un côté, certains usagers pensent que bon, ça s'est amélioré durant le mois de carême. Après le mois de carême, ça a tendance à encore plus couper. D'autres disent que non, et pourtant c'est toujours stable. Donc, très difficile aujourd'hui de savoir réellement, est-ce que réellement c'est continuel ou bien réellement la production est assez stable. Mais en tout cas, franchement, ça s'est amélioré. Et ça, c'est à saluer. Mais de là aller jusqu'à vivement saluer l'EDM, bon, je me dis, c'est aussi leur travail de fournir de l'électricité. À un moment donné, on a des défis. Donc, on va essayer de surmonter ces défis. Mais les défis n'est pas complètement dépassé. Parce que jusque-là, les entreprises, ça va pas. Jusque-là, au sein des familles, les gens cherchent à s'adapter. Il faut aussi saluer un rabaissement au niveau des coûts, que ce soit des équipements de panneaux, que ce soit les panneaux solaires, les convertisseurs, autres. Il y a une nette amélioration de ces coûts-là, par contre. Mais c'est toujours aussi cher. On attend toujours du discours du général d'armée Assimi Goïta, sa promesse par rapport à un Malien, un panneau. Certains certains pensent que c'est vraiment pour rire. Ou une batterie de lithium subventionnée. Oui, donc on attend les panneaux. Franchement, les Maliens, ils attendent les panneaux. Donc c'est le moment de le rappeler. Ça doit le faire déjà presque 3 ans, ou quand même 2 ans et demi, par là, qu'on est dans cette situation-là. Et jusqu'à présent, les sociétés, ça rame. D'accord, merci beaucoup. Solo, peut-être que vous avez plus d'informations. Ouais, on ne parle plus de kits à remettre aux exactement. Bon, il faut, hein. On attend. Je crois que à ce niveau, les Maliens n'ont pas entendu la promesse présidentielle. Les Maliens avaient déjà commencé à s'équiper, à quitter la ligne EDM pour être autonomes. Et ça, il faut vraiment le dire. EDM n'a pas à être félicité. EDM nous vend un service. EDM ne nous offre pas quelque chose gratuitement. Et aujourd'hui, si pendant le mois de carême, il y a eu une nette amélioration qui continue dans certains secteurs jusqu'à maintenant, c'est parce qu'on nous coupe de l'argent encore. On paye ce qu'on consomme, mais là, sur toutes les opérations mobiles, recherche téléphonique, on nous coupe le fonds de soutien. Donc ils ont dit que ça va là-bas. Même l'autre jour, le président de CNT, le général d'armée, le général des corps d'armée Malik Diaw a dit ça. Il a dit que depuis qu'on a commencé à prélever ces fonds de soutien, l'EDM commence à bien fournir. C'est pourquoi je vous disais dès le départ de ce problème, j'ai dit que l'EDM on n'a pas de problème avec l'EDM. L'EDM n'a aucun problème. L'argent qui partait à EDM, on a coupé, on a redirigé ça quelque part. C'est juste ça. EDM n'a pas diminué sa capacité. C'est seulement que l'EDM, c'est des gasoil. L'EDM, c'est la thermique, la centrale thermique et comment dirais-je, hydraulique. Donc, souvent, la pluviométrie fait qu'il n'y a pas d'eau dans certaines stations. Donc, il faut quand même remplacer cette situation par le fioul ou les gasoil. Donc, c'est ça qui manquait parce qu'il n'y avait pas d'argent pour les acheter. On avait dit ça. Donc, maintenant qu'on coupe aux Maliens, c'est parce que c'est qu'on coupe aux Maliens par jour, c'est des milliards. Parce que tu veux ou pas, que tu vis en ville où tu connais. Par exemple, même mes parents qui sont dans les villages, qui connaît EDM. Mais on coupe pour eux, pour que Bamako, parce que là aussi c'est Bamako, hein. On a généralisé exactement, on est en train de dire certains, moi j'ai parlé de certains secteurs. C'est Bamako seulement, il y a cette relative amélioration. Sinon dans d'autres secteurs, les gars, les gens de Sikasso, d'autres villes, là, se plaignent. Par exemple, certains même sont en train de dire que c'était en train de me dire dans le cas, je récupéré pour eux, mais pour donner à oui, parce que dans le cas de Sikasso, ça je connais parce que j'y étais dernièrement et eux ils recevaient, ils n'avaient pas de coupure, hein. Eux ils étaient à l'aise.
Mais depuis que on a commencé à nous alimenter, eux, ils reçoivent plus de coupures. Voilà. Donc, je dis ça. Donc c'est un peu... géographiquement parlant aussi. Secteur exactement, un petit peu. Exactement. Donc, du coup, EDEM n'a pas de problème. Pour solutionner le problème de l'EDEM, il faut injecter de l'argent. C'est juste tout ce qu'on a besoin. Donc, pour cela, le ministre a félicité les travailleurs de l'EDEM. C'est vraiment... c'est par pure politique. Sinon, on n'en a pas besoin. L'amélioration qu'on a besoin, que les Maliens doivent savoir, on nous a promis 19 heures. C'est 19 heures, on doit les sentir. Sinon, moi, dans certains secteurs, comme je dis, même à Bamako aussi, certains vous parlent de 12 heures. Oui, comparé au passé récent, c'est quand même une grande amélioration. Mais comparé aussi à la promesse de 19 heures, 12 heures sur 19 heures, soit 7 heures de moins, c'est trop. Alors qu'on paye encore, on paye un fonds. Donc tout ça, il faut que... dans les semaines à venir, quelque chose... On veille sur l'utilisation saine de ces fonds de soutien pour que les Maliens... Parce que même hier ou cette semaine, Météo annonce une canicule qui va vraiment être très très dure pour les Maliens. La Météo Mali appelle à la vigilance et tout. Donc si on n'arrive pas à fournir... c'est ça, les kits du président, là, c'est le moment. C'est le moment, vraiment. Il faut qu'il voit ça. Les Maliens attendent ça, sincèrement. C'est vraiment la période. Parce que si on attend à la période des pluies, ça va être un peu tard. D'accord, merci pour le petit message. Concernant les centrales solaires, c'est vrai que on a fait cas de celle de Safo, comme quoi le maire n'a pas été très réglo, on va dire ça ainsi, en vendant les terrains. Mais je crois que c'était 3 centrales. On déduit une... il doit en rester 2. Est-ce qu'on a des infos par rapport à ces centrales? On n'en parle même pas. Oui, parce que ces endroits aussi sont protégés. Ce qu'il ne faut pas vous le passer. Même quand vous voulez aller vérifier de vous-même, c'est protégé par des forces de l'ordre. Donc l'accès est très difficile. C'est pas accessible. C'est pas accessible à tout le monde. Donc c'est compliqué de situer aujourd'hui où en sommes-nous avec ces centrales. Mais la dernière nouvelle, on avait parlé ici sur ce plateau, le ministre de l'économie, quand il était en Chine, il disait que, parce que ce sont des entreprises chinoises qui doivent réaliser ces travaux, il disait que les derniers, alors qu'on avait déjà fait les poses de première pierre. Depuis l'année passée. Voilà, il disait que oui, on est en train de se battre pour avoir les titres fonciers, pour avoir des garanties au niveau des banques, pour pouvoir signer le contrat. On ne sait même pas si les contrats avec les entreprises sont signés, parce que depuis lors mois, je n'ai pas d'informations sur la signature de contrat entre l'État du Mali et j'ai pas dit c'est pas fait, mais j'ai pas d'informations. Notre sujet, c'est pas la Sinabel. Là, il y a encore... C'est les entreprises qui doivent construire, c'est pas les Maliens. Stratégiquement parlant, je pense que la crise énergétique, c'est vraiment une priorité pour cet État. Et je suis sûre que... devait être. Ouais. Non, c'est le cas. Toute action qui va dans le sens de l'amélioration de ce processus va être largement médiatisée. Et si ce n'est pas le cas, c'est bien parce qu'il y a une raison. D'accord. En tout cas, comme mes confrères, on salue quand même la nette amélioration de la fourniture d'énergie. Voilà, on reste en attente. On espère que avec le fonds qui va davantage être garni, on pourra avoir un peu plus que cela et que surtout, les Maliens puissent souffler sur le plan économique. Voilà, tout l'énergie, si ça décolle, évidemment, l'économie va décoller et puis c'est pour le bonheur des citoyens maliens et autres qui vivent sur le territoire malien. Voilà, merci beaucoup. Notre actualité nationale, elle est bouclée. On a quand même une actualité régionale. Voilà, on se dirige vers le Gabon où le général Brice Oligui Nguema est en pleine campagne sous l'eau. Merci. On peut voir ça. Oui, comme vous l'avez dit, le Gabon s'apprête à élire son nouveau président le 12 avril prochain et les campagnes présidentielles battent l'air plein dans ces pays d'Afrique centrale. Mais on a l'impression quand même que c'est une élection à sens unique parce que pratiquement tout le monde soutient le président de la transition. Voilà, le président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, qui a renversé, on se rappelle, le président élu
Ali Bongo, qui n'a pas pu même prêter avant même sa prestation sa prise de fonction. Il a été arrêté le jour où même on a proclamé les résultats de l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, curieusement, c'est le même parti qui avait été déclaré vainqueur soutient c'est même le tombeur du gagnant du parti. Donc, bon, tous les pays ont l'air secrets, hein, et le Gabon, on a l'impression qu'il y a un très grand secret pour pouvoir faire ce genre de choses. Et aujourd'hui, si les Gabonais sont d'accord que Ologun Nguema, qui danse quand même très bien, hein, sur scène, qui montre beaucoup plus son talent de danseur et et voilà, que de proposer un projet de société. Comme on dit au Mali, chaque peuple mérite son dirigeant. On va voir si, comme lui-même il a dit, il a promis, si 5 ans sont suffisants pour réaliser quelque chose. Il a dit, au bout de 7 ans, s'il n'a pas réalisé quelque chose, que les Gabonais peuvent le chasser. Donc on va le voir dans l'œuvre. Nous, vu du Mali, on est quand même un peu loin du Gabon, même si on a beaucoup de Maliens au Gabon. C'est un sujet qui nous intéresse et qu'on souhaite de tous nos cœurs que ces élections se déroulent dans de très bonnes conditions pour que le Gabon rentre dans l'ordre constitutionnel. Et quand même, il est quand même un très mauvais communicant, parce que on a vu ses prestations sur TV5 Monde et France 24. C'était vraiment pas un exercice auquel il est habitué. Je crois qu'il est beaucoup plus habitué sur la scène. C'est pas un politicien à la base, hein, donc sa communication, il faut pas s'attendre à plus que ça. C'est pas un politicien. Voilà, d'ici la fin du mois quand même, on sera fixé. Hein, le deuxième tour, c'est pour le 12 avril, donc on verra bien. Tout à fait. Les résultats, mais en tout cas, il part assez favori. Oui, mais il a aussi respecté sa parole, parce qu'il a dit dans 2 ans, il se donne un délai de 2 ans pour remettre le pouvoir aux civils. Et voilà, ça s'est passé en août 2023. 2024, avant août 2025, il est en train de faire les élections. On peut quand même tout le reprocher, mais quand même, il tient ses promesses. Donc, on attend de voir. Bien sûr, Solo, il est perçu comme un héros. Il est perçu comme celui-là même qui vient de sortir les Gabonais, entre guillemets, de la dictature, de ce régime qui, chaque fois, les bongos sont toujours là. Donc, à un moment donné, voilà. Donc, je pense que c'est ça. Et l'aspect du parti, bon, il faut aussi se dire que dans un parti, souvent, il y a plusieurs clans. Donc, c'est peut-être le même parti, le même nom, mais ce n'est pas forcément les mêmes personnes ou le même clan qui dirige. Je pense que cela s'explique de cette manière-là. Parce que ce n'est pas forcément le même clan qui était forcément le pouvoir. Vous savez, dans les partis, c'est une histoire de clan aussi. Oui. Quand vous soutenez quelqu'un à la présidence, vous allez soutenir Fadima, et moi, je vais soutenir Solo. Nous sommes tous dans le même parti. À un moment donné, on vote pour quelqu'un. Donc, je pense que c'est le même scénario, mais nous, quand même, le Mali, on a l'expérience de cela. On a vécu la même situation plusieurs fois. Et le seul conseil que nous, on peut donner au peuple gabonais, c'est de faire très attention, très attention. Ces pouvoirs qui sont souvent pris par des hommes qui ne sont pas forcément politiques, donc qui n'ont pas justement le sens de l'administration, de la diplomatie. Il faut faire attention parce qu'ils vont apprendre sur le tas. C'est vrai qu'il a travaillé avec le régime passé. Il a aussi cette expérience, mais en tant que militaire, pas en tant que chef d'État. Et ça fait toute la différence. Donc, vraiment, il faut non seulement le suivre, la communication. C'est vrai qu'il se donne beaucoup en spectacle, le monsieur, mais il va falloir qu'à un moment donné, il laisse un peu cette théâtralisation de la scène pour se donner aux vraies tâches. Parce que 7 ans, ça passe vite quand on est président de la République. D'accord. Merci beaucoup. On verra ça de très près. Et aussi, il faut souligner au passage qu'il a changé la Constitution. Hein, maintenant. Pour pouvoir se présenter, tout à fait. Et c'est salutaire quand même parce que bon. Tout en gardant la tenue militaire. Tout à fait. Donc, à tout moment, il peut sortir de président à général. Pour être militaire. 5 étoiles, c'est sûr. Voilà. Bon, ça va être il a dit quand même, je crois, il avait promis de donner le pouvoir à un civil. Et il était là en tant que civil. Donc, il est là en tant que civil. Voilà, comme j'ai dit, chaque pays a son secret. Et le secret du Gabon, c'était ça. Brice Oligui Nguema, le général, de Brice Oligui Nguema, le civil. Bon, c'est la même personne, mais c'est pas le même statut, comme il l'a dit. Surtout que lors des campagnes, il s'est vu comme un petit peu divin. Hein. Exactement. C'est carrément un esprit divin qui est venu lui parler. Et que vraiment, l'Afrique a un incroyable talent, on dira, quelque part. Merci beaucoup, chers
confrères, on arrive à la fin de notre décryptage de l'actualité de la semaine. Je suis avec Madame Assetou Diarra, journaliste reporter à Nouvelles du Mali. Assetou, merci. On se dit à la prochaine. Merci. Et le mot de la fin pour moi, comme d'habitude. Il y a des dossiers. Hier seulement, il y avait des posts qui disaient que oui, que l'Algérie, justement, violait le territoire du Niger et du Burkina parce que, selon eux, le Niger et le Burkina faisant partie de la Confédération du Sahel, donc forcément, puisque le Mali a fermé son espace aérien, donc ça veut dire que forcément le Niger mais il n'en est rien. Il y a jusqu'à là, il n'y a pas de communiqué officiel qui atteste que le Burkina et le Niger ont fermé leur espace aérien à l'Algérie. Donc jusque-là, le vol qui a quitté Abidjan pour Alger le mardi, ce vol-là, on a dit que voilà, il a violé l'espace. Il n'en est rien, pour le moment en tout cas. D'accord, il faut faire attention, voilà, téléspectateurs, pour regarder les informations, il faut checker, on va le dire. Notre deuxième confrère est Bourema Soulo, journaliste, blogueur. Soulo. Merci Fatim pour l'invitation. Merci à tous les fidèles téléspectateurs de cette émission, d'ailleurs de Mandé TV dans sa globalité. Mais aussi, il faut quand même saluer les 10 ans de la PTP qui est l'autorité de protection des données à caractère personnel, qui nous protège tous les Maliens, pour l'usurpation d'identité, pour la violation des identités numériques et tout qui fait actuellement ces 10 ans. Et bon vent à cette autorité. Par contre, qu'il lève le bâton, hein, ça il faut aussi le dire, hein, qu'il lève le bâton sous l'eau actuellement, et il faut prélever là où il faut prélever, c'est clair. C'est donc merci beaucoup quand même pour ce petit coucou à leur endroit, j'espère qu'ils nous voient très bien. Donc, téléspectateurs de Mandé TV, on se dit à une prochaine fois et merci de votre fidélité. Restez toujours sur les ondes de Mandé TV et restez câblés aussi sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV Reflet du Mali. Je salue la régie qui a assuré l'enregistrement d'aujourd'hui. À la prochaine.